Israël est en guerre avec l'Iran. Israël a déclenché cette guerre en lançant une attaque surprise contre l'Iran le 13 juin et dans les jours qui ont suivi, l'Iran a riposté, Israël a attaqué l'Iran à nouveau et cela s'est transformé en un conflit plus large. À présent, le gouvernement américain est profondément impliqué dans cette guerre contre l'Iran. Le président américain Donald Trump était au courant de toutes les opérations car les États-Unis aidaient Israël à planifier et à mener cette attaque. Les responsables israéliens ont reçu un feu vert très clair de la part du gouvernement américain et Donald Trump a personnellement donné son approbation au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le gouvernement américain a également fourni à Israël des renseignements très importants qui ont été utilisés pour cibler des responsables iraniens. Et seulement 3 jours avant qu'Israël ne commence cette guerre, les États-Unis ont livré 300 missiles Hellfire à Israël, sachant qu'Israël utiliserait ces missiles américains pour attaquer l'Iran. Et après qu'Israël a commencé la guerre, l'armée américaine s'est impliquée directement. Ceci a été reconnu par le Wall Street Journal. Le journal a rapporté, je cite, « L'armée américaine opère dans les airs, sur terre et en mer pour abattre les missiles iraniens tirés sur Israël. » Fin de citation. Il a ajouté qu'avant même le début des frappes de représailles de l'Iran, des avions de chasse américains, des destroyers de la marine et des systèmes de défense aérienne au sol étaient déjà positionnés pour aider à contrer les attaques contre Israël. C'est une preuve supplémentaire que le gouvernement américain a planifié cette attaque contre l'Iran avec Israël, car l'armée américaine était déjà en place. 90% des victimes de ces attaques israéliennes soutenues par les États-Unis contre l'Iran sont des civils. 90% de civils. Donald Trump a menacé à plusieurs reprises l'Iran et il a ordonné l'évacuation complète de la capitale iranienne, Téhéran. Il y avait environ 10 millions de personnes vivant à Téhéran et pourtant Trump a ordonné à tous de partir. Et pourquoi cela? C'est parce que les États-Unis et Israël prévoient de réduire Téhéran en ruine par des bombardements. Cela a été admis par la chaîne israélienne Channel 14. Le média a reconnu que l'objectif d'Israël est de déstabiliser puis de renverser le gouvernement iranien. Donc, il ne s'agit pas du programme nucléaire iranien. Il s'agit d'un changement de régime. La stratégie américano-israélienne consiste à provoquer un chaos massif, à effrayer la population civile et à forcer des millions de personnes à se déplacer, ce qui déstabilisera le gouvernement. Et ensuite, les États-Unis et Israël prévoient de réduire Téhéran en miettes par des bombardements. Le ministre israélien de la Défense a déclaré, je cite, « Téhéran sera traité comme Beyrouth ». Fin de citation. Faisant référence à la guerre israélienne de 2006 contre le Liban, au cours de laquelle Israël a dévasté la capitale libanaise, Beyrouth, et bombardé les infrastructures civiles, provoquant un chaos massif. Des responsables militaires israéliens ont admis qu'ils ne pourraient pas mener de guerre sans le soutien du gouvernement américain, et cela inclut la guerre d'Israël contre Gaza, le Liban, la Syrie et maintenant l'Iran. Les États-Unis fournissent à Israël les missiles, les avions et les renseignements qu'il utilise pour attaquer l'Iran. Cette guerre serait impossible sans le soutien des États-Unis. Et il s'agit d'une politique bipartisane des États-Unis. L'administration de Joe Biden a donné à Israël plus de 18 milliards de dollars en armes et en munitions. Et l'administration Trump envoie également des milliards de dollars d'aide militaire à Israël. Donc, le point très important que je voulais établir dès le début ici, c'est qu'il s'agit d'une guerre conjointe entre les États-Unis et Israël. Ce n'est pas une guerre qu'Israël a lancée sans le soutien des États-Unis. Ce n'est pas Israël qui entraîne les États-Unis dans la guerre. Le gouvernement américain est profondément impliqué, a donné son feu vert à Israël et supervise cette guerre contre l'Iran. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, je mettrai dans la description ci-dessous le lien vers l'autre vidéo et l'article que j'ai réalisé pour expliquer ce point. Mais aujourd'hui, je veux répondre à une autre question, à savoir pourquoi les États-Unis et Israël mènent une guerre contre l'Iran. Quel est l'objectif de cette guerre conjointe entre les États-Unis et Israël? En réalité, il n'y a pas un seul objectif, mais plutôt plusieurs.
J'ai dressé une liste des principales choses que l'Empire américain essaie d'accomplir avec cette guerre contre l'Iran. Le premier et le plus évident est de maintenir l'hégémonie des États-Unis en Asie de l'Ouest, également connue sous le nom de Moyen-Orient. Le deuxième est de détruire l'axe de résistance anticoloniale. J'en parlerai plus tard. Il s'agit de l'alliance de groupes révolutionnaires dans la région, alliés à l'Iran, qui combattent les États-Unis et Israël. Et en détruisant l'axe de la résistance, cela permettrait aux États-Unis et à Israël de procéder à la colonisation totale de la Palestine, ce qui est évidemment l'un de leurs principaux objectifs. Je veux dire, cette stratégie n'est pas du tout nouvelle, mais Donald Trump a dit tout haut ce que d'autres taisaient lorsqu'il a admis que les États-Unis voulaient coloniser Gaza et en faire un avant-poste américain, notamment un endroit où ils pourraient construire de l'immobilier de luxe et en tirer profit. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons aussi en faire quelque chose. Nous en serons propriétaires. Vous savez, Gaza est intéressante. C'est un emplacement phénoménal. Au bord de la mer, le meilleur climat. Vous savez, tout est parfait. C'est comme on pourrait y faire de très belles choses. Mais l'Empire américain a aussi plusieurs autres objectifs dans la guerre conjointe américano-israélienne contre l'Iran. Un autre objectif est évidemment d'empêcher l'Iran de développer des capacités nucléaires. L'Iran ne possède pas d'armes nucléaires, bien qu'Israël en ait. De plus, le gouvernement américain essaie depuis des décennies de renverser ou au moins d'affaiblir le gouvernement révolutionnaire indépendant en Iran qui est arrivé au pouvoir en 1979 à la suite d'une révolution. C'est un objectif de longue date. Un autre objectif majeur de cette guerre est d'effrayer les autres pays de la région qui pourraient vouloir s'éloigner des États-Unis et, en particulier, du dollar. Et cela vise particulièrement les monarchies du Golfe comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, car ces pays exportent beaucoup de pétrole et de gaz, ce qui signifie qu'ils génèrent beaucoup de devises étrangères, en particulier des dollars américains, parce que les États-Unis ont imposé un système de pétrodollars à la région dans les années 1970, obligeant ces pays à vendre leur pétrole et leur gaz en dollars, ce qui maintient la demande mondiale pour le dollar américain. Cependant, ces dernières années, les pays du Golfe Persique se sont rapprochés de plus en plus de la Chine, qui est leur plus grand partenaire commercial, et même l'Arabie saoudite parle désormais de vendre son pétrole dans la monnaie chinoise, le renminbi ou yuan, ce qui porterait un coup majeur à la domination mondiale du dollar américain. Encore une fois, je vais aborder cette question plus en détail un peu plus tard. Ceci n'est qu'un bref résumé. Donc, encore une fois, l'un des objectifs de cette guerre en Iran, soutenue par les États-Unis, est de préserver le système du pétrodollar et d'assurer la demande mondiale continue pour le dollar américain. En lien avec cela, il y a l'objectif des États-Unis de déstabiliser les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai. Les BRICS sont l'organisation dirigée par le Sud global qui comprenait à l'origine le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, mais elle s'est considérablement élargie et en 2024, l'Iran est devenu membre à part entière des BRICS. L'Iran est également officiellement devenu membre de l'Organisation de coopération de Shanghai en 2023. Encore une fois, j'en parlerai plus en détail plus tard. Mais l'essentiel, c'est que cette guerre menée par les États-Unis contre l'Iran vise à diviser le Sud global et à perturber le projet multipolaire dans lequel des organisations dirigées par le Sud global, comme les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai, jouent un rôle clé. Et l'objectif final lié à cela, c'est que les États-Unis veulent briser le partenariat entre l'Iran, la Russie et la Chine, avec pour but ultime d'isoler Pékin. Parce que les États-Unis mènent une nouvelle guerre froide contre la Chine, c'est la guerre froide 2. Cela est désormais ouvertement reconnu à Washington, ce n'est même plus controversé de le dire. Ainsi, les États-Unis essaient d'isoler la Chine en la séparant de certains de ses alliés les plus importants, et parmi les partenaires les plus puissants de la Chine figurent la Russie et l'Iran. C'est pourquoi Donald Trump lui-même a admis qu'il voulait diviser la Russie et la Chine, car il s'agit de la stratégie ancestrale du diviser pour mieux régner. Il ne faut jamais que la Russie et la Chine s'unissent. Nous les avons unis. C'est une honte, la stupidité de ce qu'ils ont fait.
Je vais devoir les désunir et je pense que je peux le faire aussi. Je dois les désunir. Si les États-Unis parviennent à déstabiliser le gouvernement révolutionnaire indépendant en Iran, voire même à le renverser, et surtout s'ils parviennent à diviser la Russie et la Chine, cela fait partie de la nouvelle stratégie de guerre froide de Washington pour isoler Pékin. Vous pouvez donc voir que cette guerre soutenue par les États-Unis contre l'Iran concerne bien plus que la seule question israélo-palestinienne et qu'elle dépasse également l'Asie de l'Ouest, le Moyen-Orient. Il s'agit d'un conflit aux implications géopolitiques et économiques majeures qui s'étendent à l'ensemble du globe. Et dans le reste de l'analyse aujourd'hui, je vais passer point par point pour expliquer les objectifs et la stratégie de l'Empire américain dans cette guerre conjointe États-Unis-Israël contre l'Iran. Je voudrais commencer par mettre en avant un excellent point soulevé par Brian Barletta, qui est l'animateur du média indépendant The New Atlas et qui fait un travail de recherche remarquable. Et Brian Barletta a souligné, à juste titre selon moi, que les États-Unis utilisent Israël de la même manière qu'ils utilisent l'Ukraine, Taïwan et les Philippines pour faire avancer leur objectif de s'opposer au multipolarisme ou à la multipolarité en détruisant l'Iran, qui est une nation majeure promouvant ce projet multipolaire mené par le Sud global afin de défier l'ordre unipolaire dans le monde, un ordre qui était dominé par l'Empire américain dans les années 1990 et au début des années 2000. C'était la seule superpuissance au monde et les États-Unis pouvaient imposer leur hégémonie à la plupart des autres pays. Brian Barletta souligne à juste titre que les États-Unis utilisent Israël comme un proxy, précisément pour détourner le blâme et même les missiles entrant des États-Unis vers leur proxy, Israël. Et il ne s'agit en aucun cas d'excuser Israël pour les crimes horribles qu'il a commis à Gaza, en Syrie, au Liban et maintenant en Iran. Bien sûr, Israël est directement responsable de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, mais il est important de souligner pourquoi Israël commet tous ces crimes horribles, et c'est au nom de l'Empire américain. Cela a été exposé très clairement dans un plan publié par plusieurs responsables du gouvernement américain pour le think tank basé à Washington, D.C., la Brookings Institution, qui est très étroitement lié au gouvernement américain et agit en fait comme une sorte de bras externalisé du gouvernement des États-Unis. En 2009, ces responsables américains, ces responsables du gouvernement américain, ces planificateurs impériaux ont publié un document stratégique intitulé « Which Path to Persia? Options for a New American Strategy Toward Iran » et le 5e chapitre s'intitule « Leave it to Bibi », c'est-à-dire Benjamin Netanyahou, donc « Laissez faire Netanyahou », en permettant ou en encourageant une frappe militaire israélienne contre l'Iran. Dans ce document, ces responsables américains, ces responsables du gouvernement américain dans un think tank soutenu par le gouvernement américain ont écrit que les États-Unis devaient encourager Israël à attaquer l'Iran. Et voici ce qu'ils ont dit. Citation : « Les États-Unis encourageraient et peut-être même aideraient les Israéliens à mener eux-mêmes les frappes dans l'espoir que tant les critiques internationales que les représailles iraniennes seraient détournées des États-Unis et reportées sur Israël. » Fin de citation. C'est exactement ce que fait l'Empire américain aujourd'hui. Je veux dire, ils l'ont expliqué de façon tellement claire, c'est tellement évident. Trump a personnellement donné le feu vert à Israël, il était au courant de l'opération, il a aidé à la planifier. Trump a livré à Israël des centaines de missiles 3 jours avant qu'Israël ne commence la guerre. Et les États-Unis fournissent à Israël des milliards et des milliards de dollars d'armes et d'aide militaire depuis des décennies, mais surtout depuis 2023. L'administration Biden et l'administration Trump, à elles deux, ont fourni bien plus de 20 milliards de dollars en armes, munitions, missiles et autres équipements militaires pour mener ces guerres par procuration au nom de l'Empire américain. Et c'est pourquoi l'ancien secrétaire d'État américain, Alexander Haig, a déclaré, je cite, « Israël est le plus grand porte-avions américain au monde, qui ne peut pas être coulé. Il est situé dans une région critique pour la sécurité nationale américaine. » Fin de citation. En d'autres termes, Israël est un porte-avions insubmersible pour l'Empire américain.
Cela a même été reconnu par le premier ministre israélien ayant exercé le plus longtemps, en quelque sorte, le roi d'Israël, Benjamin Netanyahou. Netanyahou a d'ailleurs déclaré qu'Israël est, je cite, « un puissant porte-avions des États-Unis ». Fin de citation. Et d'ailleurs, Netanyahou est un Américain. Il a grandi et fait ses études aux États-Unis, il y est allé au lycée, à l'université et a obtenu son premier emploi là-bas. Il a eu la citoyenneté américaine à 2 reprises et il n'a renoncé à sa citoyenneté américaine que pour pouvoir devenir Premier ministre d'Israël. Mais il est américain et ce qu'il fait, c'est servir les intérêts de l'Empire américain. Cela m'amène donc au premier objectif de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui est de maintenir l'hégémonie des États-Unis en Asie de l'Ouest, également connue sous le nom de Moyen-Orient. Ceci a été clairement énoncé par le Pentagone, le département de la défense des États-Unis, dès 1992 dans la fameuse doctrine Wolfowitz. Ce plan a été rédigé par le sous-secrétaire à la défense Paul Wolfowitz, un va-t-en-guerre notoire, et dans cette doctrine Wolfowitz, il a déclaré très clairement que l'objectif de l'Empire américain était d'empêcher l'émergence de toute autre superpuissance susceptible de remettre en cause la domination des États-Unis dans le monde. À cette époque, dans les années 1990, l'Union soviétique venait tout juste d'être renversée 1 an auparavant, en 1991. Les États-Unis étaient la seule grande puissance au monde. C'était un monde unipolaire, dominé par l'Empire américain. Et ils ont écrit très clairement dans ce document du Pentagone que, je cite, « L'objectif est d'empêcher toute puissance hostile de dominer une région cruciale pour nos intérêts. » Fin de citation. Et ils ont nommé plusieurs régions, parmi lesquelles le Moyen-Orient, le Golfe Persique et aussi l'Asie de l'Est. Et ce sont aujourd'hui les 2 principales zones que l'armée américaine cible, surtout sous Trump. En Asie de l'Est, les États-Unis militarisent la région pour tenter d'encercler la Chine dans le cadre de la nouvelle guerre froide. Et maintenant, bien sûr, les États-Unis utilisent Israël pour mener la guerre dans tout le Moyen-Orient, Asie de l'Ouest, afin de remodeler la région, renversant tous les gouvernements indépendants et soutenant des régimes pro-américains. Et comme ils l'ont déclaré très clairement dans la doctrine Wolfowitz, l'objectif est aussi de maintenir, je cite, « le contrôle par les États-Unis des ressources d'une région aussi cruciale ». Fin de citation. Donc, si vous réfléchissez à la géographie de cette région, si vous regardez une carte, il devient assez évident pourquoi l'Empire américain s'est autant investi à soutenir ce régime colonial en Israël et pourquoi cela a été bipartisan. Parce qu'il est parfaitement situé, d'un point de vue géostratégique et géographique, comme une rampe de lancement permettant aux États-Unis de mener la guerre contre tous les autres pays de la région afin de maintenir leur contrôle sur l'Asie de l'Ouest, sur le Moyen-Orient. Je veux dire, Israël-Palestine est ce point crucial qui relie l'Asie de l'Ouest à la Méditerranée, en direction de l'Europe. Cela relie également l'Asie de l'Ouest à l'Afrique du Nord, à l'Égypte. Ainsi, l'Empire américain a utilisé ce porte-avions insubmersible qu'est Israël pour attaquer l'Iran, pour attaquer l'Irak. N'oublions pas que les États-Unis ont envahi l'Irak à 2 reprises. Pour attaquer la Syrie, après plus d'une décennie de guerre contre la Syrie qui a commencé en 2011 et qui a finalement abouti au renversement du gouvernement syrien à la fin de 2024. Les États-Unis ont également attaqué le Yémen. L'administration de Donald Trump a mené la guerre au Yémen, poursuivant ainsi la guerre qui avait également été menée par Obama et Biden. Ainsi, les États-Unis utilisent constamment Israël pour déstabiliser tous les gouvernements indépendants de la région et maintenir leur hégémonie sur l'Asie de l'Ouest. Il va de soi, évidemment, que l'Asie de l'Ouest possède les plus grandes réserves de pétrole et de gaz naturel au monde. 9 des 20 plus grands producteurs de pétrole au monde se trouvent dans cette région. Cependant, je dois préciser que les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole. De même, 7 des 20 plus grands producteurs de gaz naturel se trouvent dans cette région, bien que, là encore, les États-Unis soient également le premier producteur mondial de gaz naturel. Donc, ce n'est pas que les États-Unis aient besoin de ce pétrole et de ce gaz. Les États-Unis disposent d'énormes quantités de pétrole et de gaz.
Bien sûr, les entreprises américaines, les sociétés de combustibles fossiles à but lucratif, aimeraient exploiter le pétrole et le gaz de cette région, qui sont en grande partie contrôlées par des entreprises publiques. L'Arabie saoudite, par exemple, possède la gigantesque compagnie pétrolière publique Saudi Aramco, et les autres pays du Golfe Persique ont également des compagnies pétrolières et gazières d'État. Bien sûr, les États-Unis aimeraient privatiser tout cela et le vendre à des entreprises américaines, mais ce n'est pas comme si les États-Unis avaient besoin d'accéder à plus de pétrole et de gaz. Ce qui préoccupe davantage les États-Unis, c'est de maintenir le contrôle sur le prix mondial du pétrole et du gaz naturel. C'est pourquoi, pendant de nombreuses années, le gouvernement américain a mené une sorte de guerre politique contre l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Cette organisation a été célèbrement utilisée en 1973 pour déclarer un embargo pétrolier contre les États-Unis et d'autres pays occidentaux dans le cadre d'une protestation contre la guerre menée par Israël. Ainsi, une fois de plus, nous voyons des parallèles historiques sur la façon dont Israël agit comme un chien d'attaque féroce pour l'Empire américain dans cette région très stratégique. Et aujourd'hui, les États-Unis ont en grande partie réussi à affaiblir l'OPEP, car ils sont devenus le premier producteur mondial de pétrole. Mais l'essentiel est que les États-Unis sont très préoccupés par la possibilité que la production et les prix du pétrole sur le marché mondial soient utilisés comme une arme géopolitique, étant donné que le Sud global, ainsi que la Russie et la Chine, sont parmi les principaux producteurs de pétrole et de gaz naturel au monde. Donc, s'ils devaient s'unir et utiliser un cartel comme l'OPEP pour contrôler le prix du pétrole ou du gaz, cela pourrait causer des dommages économiques importants et entraînerait des taux d'inflation très élevés. Parce que lorsque le prix de l'énergie augmente, cela affecte pratiquement tous les autres secteurs de l'économie. Donc, lorsque le prix du pétrole et du gaz augmente, le prix de tout le reste augmente également. Et cela a évidemment entraîné beaucoup d'instabilité politique aux États-Unis. C'est pourquoi les États-Unis sont très préoccupés par la stabilité des prix du pétrole et du gaz naturel sur les marchés mondiaux. Mais ce qui préoccupe également beaucoup les États-Unis en ce qui concerne le pétrole, c'est le système du pétrodollar. Je vais en parler plus en détail un peu plus tard, car je vais passer en revue, point par point, les différents objectifs des États-Unis dans cette guerre, mais c'est un point très important qui est lié à la production de pétrole et de gaz dans la région. Mais revenons à cette liste d'objectifs ici, et je sais que je passe beaucoup de temps sur le premier point, mais c'est le point le plus important de tous, la stratégie des États-Unis pour maintenir leur hégémonie en Asie de l'Ouest. Cela a également parfaitement du sens, du moins du point de vue des stratèges impériaux, si l'on regarde une carte du monde et le rôle de cette région dans les points de passage géostratégiques pour le commerce du pétrole et d'autres marchandises. 3 des points de passage les plus importants de la planète se trouvent dans cette région, notamment le détroit d'Ormuz, le Bab el-Mandeb et le canal de Suez. L'administration américaine de l'information sur l'énergie, l'EIA, a clairement écrit, je cite, « Le détroit d'Ormuz est le point de passage pétrolier le plus important au monde. » Fin de citation. En fait, 21% de tous les barils de pétrole consommés chaque jour sur Terre transitent par le détroit d'Ormuz en 2022. Cela représente un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole, et pourtant le détroit d'Ormuz est minuscule. Si l'Iran le voulait, ce serait une sorte de scénario nucléaire, politiquement parlant, mais l'Iran pourrait fermer le détroit d'Ormuz, ce qui paralyserait une grande partie de l'économie mondiale ou, au minimum, provoquerait une inflation très importante car il y aurait une pénurie de 21% de l'approvisionnement mondial en pétrole, pratiquement du jour au lendemain. Mais encore une fois, ce n'est qu'un des 3 points de passage critiques situés dans cette région. Un autre point de passage géopolitique crucial est le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer d'Arabie au golfe d'Aden, puis à la mer Rouge, et enfin à la Méditerranée. Ce détroit longe le Yémen, et il est devenu un point de passage géopolitique majeur ces dernières années parce que le groupe de résistance yéménite, Ansar Allah, plus connu sous le nom de Houthis,
a restreint l'accès à la mer Rouge aux navires israéliens et aux navires occidentaux des pays alliés à Israël, en signe de protestation contre leur guerre à Gaza. Nous avons donc vu un exemple clair de la manière dont ces points de passage peuvent être utilisés comme levier géopolitique pour faire avancer des objectifs politiques particuliers, et le Bab el-Mandeb n'est pas aussi stratégique que le détroit d'Ormuz, mais il reste néanmoins très important. L'EIA américaine a estimé que 9% du pétrole transporté par voie maritime passe par le Bab el-Mandeb. Et ce qui est également important, c'est que cela se connecte à un autre point de passage très important, qui est le canal de Suez, l'un des goulets d'étranglement commerciaux les plus importants au monde. Et pour traverser le canal de Suez, il faut d'abord passer par le Bab el-Mandeb. Donc, d'un point de vue géopolitique ou même géographique très basique, si l'on regarde simplement une carte de l'Asie de l'Ouest, il devient très clair pourquoi les stratèges impériaux à Washington, qui cherchent à maximiser la puissance de l'Empire américain à travers le monde, il est très évident pourquoi ils sont si désespérés de maintenir le contrôle sur cette région, surtout à une époque comme celle-ci où la Chine est devenue le principal partenaire commercial des pays de la région et où les États-Unis sont de moins en moins importants sur le plan économique. C'est pourquoi les États-Unis renforcent leur soutien à Israël et utilisent Israël comme un chien d'attaque féroce pour déstabiliser et faire la guerre à tous les pays indépendants de la région, pour les menacer et les intimider en disant « Si vous vous éloignez de l'ordre impérial dominé par les États-Unis, vous subirez de graves conséquences comme le peuple de Palestine et maintenant le peuple d'Iran. » Cela nous amène au deuxième objectif majeur de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui est de détruire l'axe de la résistance et de procéder à la colonisation totale de la Palestine. Alors, qu'est-ce que l'axe de la résistance? C'est le terme utilisé pour désigner l'alliance de groupes anticolonialistes, des groupes armés à travers l'Asie de l'Ouest, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, et l'Iran en est le plus grand et le plus puissant. Bien sûr, l'Iran est un véritable gouvernement, pas seulement un petit groupe armé, mais il est allié au groupe armé Hezbollah au Liban, qui trouve ses origines dans les années 1980 en combattant contre l'occupation militaire illégale du sud du Liban par Israël. Et bien sûr, en Palestine, il y a des groupes armés qui luttent contre l'occupation illégale et le blocus imposé par Israël. Et à Gaza, cela inclut surtout le Hamas, qui est le parti politique et le groupe armé qui gouverne Gaza, mais il existe aussi d'autres factions palestiniennes ainsi que Mais il y a aussi d'autres factions palestiniennes comme le Front populaire de libération de la Palestine, qui est un groupe socialiste doté d'une branche armée. C'est le FPLP. Et au Yémen, il y a les soi-disant Houthis, qui sont officiellement connus sous le nom d'Ansar Allah. Et Ansar Allah gouverne le nord du Yémen, où vit la majorité de la population yéménite, et oui, ils sont alliés à l'Iran, mais ils ne sont pas des soi-disant proxys iraniens. Ils tirent leurs origines de la lutte indigène yéménite contre la forme extrémiste du wahhabisme qui a été exportée par l'Arabie saoudite vers le Yémen et d'autres pays, et Ansar Allah trouve également ses racines dans des groupes qui soutenaient la Palestine et s'opposaient aussi à l'invasion illégale de l'Irak par les États-Unis en 2003. Et pendant plus d'une décennie, Ansar Allah a gagné en influence et est devenu de plus en plus populaire, notamment en luttant contre la corruption au Yémen. En 2014, le 21 septembre, ils ont mené une révolution et gouvernent désormais la partie nord du Yémen et les États-Unis. Et ses alliés, dont l'Arabie saoudite, Israël et les Émirats arabes unis, combattent depuis une décennie les soi-disant Houthis, c'est-à-dire Ansar Allah, depuis 2015, sans parvenir à les vaincre. Mais ils constituent une autre composante très importante de l'axe de la résistance. Et enfin, en Irak, il y a la résistance islamique d'Irak et d'autres groupes armés, dont beaucoup ont été formés parce qu'ils combattaient des groupes extrémistes comme Al-Qaïda et Daesh. D'ailleurs, les principales victimes de ces groupes extrémistes comme Al-Qaïda et Daesh étaient les musulmans chiites, parce que, vous savez, évidemment,
L'immense majorité des sunnites dans le monde ne sont pas des extrémistes, mais ces groupes fascistes extrêmement violents comme Al-Qaïda et Daesh déforment l'islam sunnite. Ils prêchent une forme très extrême de l'islam sunnite et considèrent les musulmans chiites comme leur principal ennemi. Ils ont en grande partie tué de nombreux musulmans chiites dans des pays comme l'Irak, où les chiites sont majoritaires, mais aussi en Syrie, où les chiites sont minoritaires, et également au Yémen, où la principale base d'Ansar Allah est composée de musulmans chiites, les Zaïdites, qui sont une branche liée à l'islam chiite, bien que leur jurisprudence islamique soit en réalité plus proche de celle des sunnites traditionnels. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de ces groupes trouvent leurs origines dans l'islam chiite, et bien sûr, l'Iran est le plus grand pays à majorité chiite. La grande majorité des musulmans en Iran sont chiites. Mais cela m'amène au dernier pays qui faisait auparavant partie de l'axe de la résistance, à savoir la Syrie, lorsqu'elle était dirigée par le leader de longue date Bachar al-Assad et son père Hafez al-Assad. Ils étaient des nationalistes arabes. La Syrie était l'un des pays de la région qui a toujours soutenu la lutte palestinienne et refusé de normaliser ses relations avec le colonialisme israélien. Cependant, à partir de 2011, les États-Unis ont déclenché une guerre en Syrie en essayant de renverser le gouvernement syrien. La CIA a dépensé des milliards de dollars pour armer et former les soi-disant rebelles, dont beaucoup ont ensuite rejoint Al-Qaïda et l'État islamique, et dont beaucoup étaient des islamistes extrémistes. Ils ont finalement réussi, avec le soutien d'Israël, des monarchies du Golfe et de la Turquie, qui est membre de l'OTAN. Ensemble, ces pays ont soutenu les soi-disant rebelles en Syrie et ils ont réussi, en 2024, à renverser le gouvernement syrien. Aujourd'hui, la Syrie est gouvernée par l'ancien chef d'Al-Qaïda. Je n'exagère en rien. Le soi-disant président non élu de la Syrie, depuis que le gouvernement précédent a été renversé, est l'ancien chef de la branche syrienne d'Al-Qaïda, la plus grande filiale d'Al-Qaïda au monde, qui s'appelait Jabhat al-Nosra, qui s'est ensuite rebaptisé, avec le soutien des États-Unis, Hayat Tahrir al-Sham ou HTS. Et l'ancien chef d'Al-Qaïda en Syrie, il utilisait auparavant le nom d'Abu Muhammad al-Julani. Et maintenant, il utilise son nom de naissance, Ahmad al-Asharar. Et il s'est autoproclamé, soi-disant, président de la Syrie. Il n'a pas été élu. Donc, je veux dire, les gens adorent critiquer l'ancien gouvernement bassiste de la famille Assad en Syrie. Ils aiment le critiquer pour son autoritarisme. Mais la Syrie d'aujourd'hui est tout aussi autoritaire, voire même plus autoritaire. Je veux dire, le pays est dirigé par l'ancien chef d'Al-Qaïda et le gouvernement américain a travaillé en étroite collaboration pour normaliser les relations et a soutenu le nouveau gouvernement syrien dirigé par Al-Qaïda parce que la Syrie collabore désormais avec les États-Unis contre l'Iran dans une alliance avec Israël. Ainsi, le chef d'Al-Qaïda rebaptisé, qui est le président non élu de la Syrie, Al-Asharar, a déclaré ouvertement qu'il voulait normaliser les relations avec Israël, ce que l'ancien gouvernement Assad avait toujours refusé de faire. Il suit donc docilement les ordres des États-Unis. Et je dois insister sur le fait que cette attaque américano-israélienne contre l'Iran n'a été rendue possible que grâce au renversement du gouvernement syrien. Et maintenant, Israël a colonisé de plus en plus de terres syriennes. Ils ont détruit l'armée syrienne afin qu'elle ne puisse pas se défendre et Israël a utilisé le territoire syrien pour lancer ses attaques contre l'Iran. Et gardez à l'esprit que le grand journal britannique The Telegraph a publié un reportage avec des interviews de rebelles syriens qui ont admis que l'armée américaine soutenait leur opération visant à renverser le gouvernement Assad en Syrie. Donc, encore une fois, cela montre très clairement pourquoi les États-Unis et Israël mènent une guerre contre l'Iran, car ils ont déjà réussi à renverser la Syrie et à retirer la Syrie de l'axe de la résistance. Et Israël mène également une guerre dans le sud du Liban contre le Hezbollah, le groupe de résistance libanais qui est né dans les années 1980 lors de la lutte contre l'occupation illégale du sud du Liban par Israël. Ainsi, Israël a affaibli le Hezbollah et tué sa direction.
Israël a pris le contrôle de Gaza, colonisé la Cisjordanie, qui, selon le droit international, est un territoire palestinien occupé. Les États-Unis, sous Trump, mais aussi sous Obama et Biden, menaient une guerre contre Ansar Allah au Yémen, les affaiblissant. Et bien sûr, le gouvernement américain a envahi l'Irak à 2 reprises, lors de la guerre du Golfe, puis à nouveau en 2003 lors de la guerre d'Irak. Et maintenant, la cible finale est l'Iran, que les États-Unis et Israël attaquent actuellement. Cela a été reconnu publiquement par Wesley Clark, l'ancien général américain et commandant de l'OTAN. En 2007, lors d'une interview, il a admis que l'armée américaine avait élaboré des plans pour renverser les gouvernements de 7 pays en 5 ans. Quels étaient ces 7 pays? L'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et l'Iran. L'Iran était le dernier pays sur la liste. Et parmi ces 7 pays, les États-Unis ont réussi à renverser ou à déstabiliser les gouvernements de 6 d'entre eux. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie et le Soudan. L'Iran est le dernier pays restant, et maintenant les États-Unis et Israël attaquent ouvertement et directement l'Iran. C'est ce qu'ils préparent depuis des décennies. Il a dit « Je viens juste de recevoir ça d'en haut, c'est-à-dire du bureau du secrétaire à la Défense, aujourd'hui. » Et il a dit « C'est une note qui décrit comment nous allons éliminer 7 pays en 5 ans, en commençant par l'Irak, puis la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et en terminant par l'Iran. » Cela m'amène donc à un autre objectif majeur de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui est de renverser la révolution iranienne qui remonte à 1979. C'est le soulèvement qui a fondé la République islamique d'Iran et qui, depuis lors, est devenu une cible des États-Unis. Il est maintenant très important de comprendre le rôle que l'Iran a joué avant la révolution de 1979. Dans les années 1950, 1960 et 1970, l'Iran était gouverné par un roi, un monarque connu sous le nom de Shah. Il a été installé au pouvoir en 1953 par les nations coloniales occidentales après que la CIA et le MI6 britannique ont organisé un coup d'État pour renverser le premier ministre iranien démocratiquement élu, Mohammad Mossadegh, un nationaliste de gauche qui avait nationalisé le pétrole iranien, expulsant ainsi les compagnies pétrolières occidentales. Et les États-Unis étaient également très inquiets qu'ils puissent se rapprocher de l'Union soviétique pendant la première guerre froide, la guerre froide originale que les États-Unis menaient à l'époque. Ainsi, les États-Unis ont mis au pouvoir le Shah, le roi d'Iran, et il a été un allié fidèle des États-Unis durant toute cette période. À cette époque, l'Iran était un élément clé de ce que l'on appelait la politique des 2 piliers. L'Empire américain a tenté de maintenir son contrôle sur l'Asie de l'Ouest. L'Arabie saoudite, un autre allié fidèle des États-Unis, représentait le pilier occidental, et l'Iran était le pilier oriental dans cette politique des 2 piliers. Cependant, cela a changé en 1979 avec la révolution iranienne, et la toute nouvelle République islamique a été fortement influencée par les luttes anticoloniales du Sud global, les luttes de libération nationale de ce qu'on appelait alors le tiers-monde. Il est important de comprendre que, dans la région, dans les années 1960 et 1970, il existait de nombreux mouvements révolutionnaires différents. Il y avait de nombreux groupes marxistes et socialistes différents. Il y avait des communistes, il y avait des nationalistes arabes de gauche qui étaient aussi socialistes, mais qui s'opposaient aux communistes. Il y avait beaucoup de luttes internes et de nombreuses factions différentes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pendant la première guerre froide, les États-Unis menaient une guerre brutale contre les groupes socialistes et communistes de la région, et les États-Unis utilisaient Israël, l'Arabie saoudite et leurs autres alliés pour réprimer violemment ces groupes révolutionnaires. Et puis, lorsque les États-Unis ont vaincu de nombreux groupes communistes, ils ont commencé à cibler les groupes nationalistes arabes laïcs, et les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite ont mené une guerre contre les dirigeants nationalistes arabes. Le leader nationaliste arabe le plus célèbre était Gamal Abdel Nasser en Égypte.
Il a mené une révolution en 1952 contre une monarchie soutenue par l'Occident et il a créé une nouvelle république nationaliste arabe. Et Nasser a inspiré un mouvement de nationalisme arabe dans toute la région. Par la suite, il y a eu l'ascension au pouvoir des nationalistes arabes en Irak, puis en Syrie, la formation du parti Baas, un parti qui combinait le socialisme et le nationalisme arabe, et ensuite il y a eu une scission du parti Baas entre la Syrie et l'Irak. Mais tant la Syrie sous Assad que l'Irak sous Saddam Hussein avaient des gouvernements nationalistes arabes. Et puis, en Libye, il y a eu le leader révolutionnaire anticolonialiste Muammar Kadhafi, qui était lui aussi un nationaliste arabe et un socialiste. Et après la fin de la Première Guerre froide, l'Union soviétique a été renversée, puis le gouvernement américain a mené une série de guerres de changement de régime, renversant Saddam Hussein en Irak, qui appartenait à une autre faction du parti Baas, renversant Muammar Kadhafi en Libye en 2011 et enfin renversant Assad et le gouvernement dirigé par le parti Baas en Syrie en 2024. Ainsi, l'Empire américain et ses alliés, Israël et l'Arabie saoudite, ont en gros réussi à vaincre le nationalisme arabe. Aujourd'hui, il n'y a plus de gouvernement nationaliste arabe en Asie de l'Ouest. Pendant la Première Guerre froide, il y avait de nombreux gouvernements nationalistes arabes en Égypte, en Syrie, en Irak, au Yémen. Mais tous ces mouvements ont été détruits. Ainsi, les communistes et les socialistes ont été détruits, puis les nationalistes arabes ont été détruits, et ensuite ce qui s'est passé, c'est que l'on a vu l'émergence de groupes nationalistes islamiques, de groupes islamistes, mais pas du genre de groupes islamistes extrémistes, comme Al-Qaïda et Daesh. On a vu apparaître une sorte de mouvement révolutionnaire nationaliste du tiers-monde, nationaliste du Sud global, dans des pays comme le Liban avec le Hezbollah, au Yémen avec Ansar Allah, et bien sûr en Iran avec la révolution iranienne. Ainsi, l'Iran est l'un des derniers bastions de la résistance anticoloniale que l'Empire américain et ses alliés régionaux tentent de détruire afin de maintenir l'hégémonie des États-Unis sur cette région. Donc, pour revenir à la liste des objectifs de cette guerre américano-israélienne contre l'Iran, il est évident que les États-Unis essaient depuis des décennies de renverser ou au moins d'affaiblir le gouvernement révolutionnaire iranien. Mais un autre objectif de cette guerre est d'effrayer les autres pays de la région qui pourraient vouloir s'éloigner des États-Unis et du dollar, en particulier les monarchies du Golfe Persique. Parce que l'Iran est l'un des principaux pays à promouvoir la dédollarisation, remettant en cause le rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. En fait, ces dernières années, l'Iran vend de plus en plus de pétrole et de gaz dans d'autres devises. Par exemple, l'Iran exporte beaucoup de pétrole vers la Chine, qui est le plus grand importateur de pétrole au monde. Et la Chine paie ce pétrole non pas en dollars américains, mais avec sa propre monnaie, le renminbi, également appelé le yuan. Cela a permis à l'Iran et à la Chine de contourner les sanctions unilatérales occidentales. Les États-Unis ont imposé des sanctions très agressives à l'Iran et aussi certaines à la Chine. Ces sanctions violent le droit international, car elles n'ont pas l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, mais elles ont dévasté l'économie iranienne. Ainsi, l'Iran cherche constamment des moyens de contourner le système financier dominé par les États-Unis, ce qui ne fait que l'inciter davantage à rechercher des alternatives au dollar américain et à soutenir un mouvement mondial croissant de dédollarisation. Et l'Iran est un acteur important sur les marchés mondiaux de l'énergie. L'Iran est à égalité avec l'Irak et la Chine en tant que 5e plus grand producteur de pétrole au monde, et il est le 3e producteur mondial de gaz naturel. Et ce qui inquiète vraiment les États-Unis, c'est que d'autres pays du Golfe Persique pourraient commencer à faire exactement ce que fait l'Iran, c'est-à-dire vendre leur pétrole et leur gaz dans d'autres devises et non en dollars américains. En fait, cela se produit déjà. Les Émirats arabes unis ont vendu du gaz naturel liquéfié, GNL, à la Chine en yuan et non en dollars. Et l'Arabie saoudite, qui a historiquement été l'un des producteurs de pétrole les plus importants au monde, même l'Arabie saoudite est également en pourparlers avec la Chine pour vendre son pétrole dans la monnaie chinoise, le yuan, ce qui porterait un coût énorme au système du pétrodollar américain. Qu'est-ce que le système du pétrodollar ?
Eh bien, pour comprendre cela, il faut remonter à août 1971, lorsque le président américain Richard Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or. Parce qu'avant cela, lors de la conférence de Bretton Woods de 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain avait été indexé sur l'or à un taux de change fixe de 35 $ pour une once d'or. Nixon a mis fin à cela et, depuis 1971, le dollar américain est une monnaie fiduciaire à taux de change flottant. Cela signifie que la valeur du dollar américain par rapport aux autres devises fluctue constamment à la hausse et à la baisse sur le marché des changes. Et dans les années 1970, il y avait beaucoup d'inflation aux États-Unis et le pays cherchait un moyen de stabiliser la valeur du dollar pour faire baisser l'inflation. Cela s'est produit surtout après l'embargo pétrolier de l'OPEP en 1973, qui a fait flamber les prix du pétrole, et en 1974, l'inflation aux États-Unis a atteint 11%, un record à l'époque. En 1973, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, a lancé un embargo pétrolier contre les États-Unis et leurs alliés occidentaux en raison de leur soutien à Israël, qui occupait illégalement des territoires palestiniens, égyptiens, syriens et jordaniens. N'oublions pas que les années 1970 étaient une période très révolutionnaire, avec des luttes de libération nationale anticoloniale qui se déroulaient partout dans le monde. Ainsi, le Sud global s'est uni et a utilisé son pouvoir sur le marché mondial du pétrole pour faire du pétrole une arme géopolitique contre les puissances coloniales occidentales. Et cet embargo a immédiatement provoqué plus que le doublement du prix du pétrole. Puis, au fil des années suivantes, à travers toutes les turbulences géopolitiques entre 1973 et 1981, le prix du pétrole a été multiplié par 5. Cela a été une crise majeure et c'est l'une des raisons très importantes pour lesquelles les taux d'inflation étaient extrêmement élevés aux États-Unis et dans de nombreux autres pays à travers le monde dans les années 1970. Et d'ailleurs, 1 an et demi après l'embargo pétrolier de l'OPEP, le dirigeant de cet embargo a été assassiné. Il s'agissait du roi Faisal d'Arabie Saoudite, qui était très pro-palestinien et très en colère contre l'occupation par Israël du territoire palestinien, ainsi que de celui d'autres pays arabes voisins. C'est donc lui, en tant que roi d'Arabie Saoudite, qui était à l'époque le leader de facto de l'OPEP, qui a supervisé l'embargo pétrolier de l'OPEP et, 1 an et demi plus tard, il a été assassiné. Mais quoi qu'il en soit, le fait est que l'embargo pétrolier de l'OPEP a été un véritable électrochoc pour les pays impérialistes occidentaux qui avaient colonisé la majeure partie du monde. Cela leur a montré que le Sud global, qui produisait la majorité du pétrole mondial, pouvait s'unir et, grâce à l'OPEP, utiliser son influence dans l'industrie pétrolière mondiale pour infliger des dégâts importants aux économies occidentales. Ainsi, en 1974, 1 an après l'embargo pétrolier de l'OPEP, l'administration de Richard Nixon a élaboré un plan pour créer le système du pétrodollar. Et que s'est-il passé? En 1974, Nixon a envoyé le secrétaire au Trésor américain, Bill Simon, en Arabie Saoudite pour conclure un accord. Voici comment Bloomberg a décrit leur objectif. Je cite, « Neutraliser le pétrole brut en tant qu'arme économique et trouver un moyen de persuader un royaume hostile, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, de financer le déficit croissant de l'Amérique avec sa nouvelle richesse en pétrodollars. » Fin de citation. Et Nixon a clairement indiqué qu'il n'était pas question de revenir les mains vides. Cette stratégie n'a pas seulement été élaborée par Nixon, mais aussi par son tout-puissant secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger. Ainsi, Kissinger et Nixon ont envoyé le secrétaire au Trésor Bill Simon en Arabie Saoudite. Qui était William Simon? C'était un vétéran de Wall Street qui avait dirigé le desk de trading d'obligations du Trésor pour la grande banque d'investissement new-yorkaise Salomon Brothers. Et à Jeddah, en Arabie Saoudite, en 1974, voici l'accord qu'il a conclu avec les Saoudiens. Je lis ici un extrait de Bloomberg. Simon, mieux que quiconque, comprenait l'attrait de la dette publique américaine et savait comment convaincre les Saoudiens que l'Amérique était l'endroit le plus sûr pour placer leurs pétrodollars. Fin de citation. Et plus loin, je cite,
Le cadre de base était d'une simplicité frappante. Les États-Unis achèteraient du pétrole à l'Arabie saoudite et fourniraient au royaume une aide et un équipement militaire. En retour, les Saoudiens réinvestiraient des milliards de leurs revenus pétrodollars dans les bons du Trésor et financeraient les dépenses américaines. Fin de citation. Cela a été clairement expliqué par l'économiste Michael Hudson, un bon ami de l'émission, dans son livre Super Imperialism, The Economic Strategy of American Empire. Il a expliqué comment, avec la guerre de Corée puis la guerre des États-Unis contre le Vietnam, les États-Unis ont commencé à enregistrer un déficit croissant du compte courant, c'est-à-dire un déficit de la balance des paiements. Les États-Unis importaient de plus en plus et exportaient de moins en moins. Et Michael Hudson a expliqué, avec toutes les données à l'appui, que la raison en était l'Empire américain, les guerres qu'il menait à travers le monde. Le déficit de la balance des paiements était dû aux dépenses militaires mondiales des États-Unis pour maintenir cet empire, avec des bases militaires étrangères partout dans le monde. Ainsi, après que Nixon a mis fin à l'arrimage du dollar américain à l'or, la manière dont il a maintenu la demande mondiale pour le dollar a été de forcer les monarchies du Golfe Persique, en particulier l'Arabie saoudite, mais aussi plus tard les Émirats arabes unis, le Qatar et d'autres, à vendre leur pétrole et leur gaz en dollars américains. Cela signifie que les pays du monde entier qui ont besoin d'importer du pétrole et du gaz doivent obtenir des dollars. Cela maintient la demande mondiale pour le dollar américain et cela a permis aux États-Unis d'accumuler des déficits courants et des déficits commerciaux de plus en plus importants avec le reste du monde pendant des décennies, alors que la plupart des pays feraient en face à une grave crise monétaire si cela leur arrivait. Leur monnaie chuterait fortement face au dollar et ils connaîtraient une hyperinflation. La raison pour laquelle cela n'arrive pas aux États-Unis, c'est qu'il existe une demande mondiale pour le dollar américain, car les pays ont besoin du dollar pour payer leurs importations, non seulement de pétrole et de gaz, mais aussi de nombreuses autres matières premières et autres importations, puisque le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Et aussi parce que d'autres pays qui ont des excédents courants, des excédents commerciaux avec le reste du monde, recyclent les dollars excédentaires qu'ils obtiennent du commerce dans la dette publique américaine, les bons du Trésor américain et d'autres actifs américains. Ainsi, au cœur du privilège exorbitant dont bénéficient les États-Unis en imprimant la monnaie de réserve mondiale, se trouve le système du pétrodollar, et en particulier le fait que les monarchies du Golfe Persique vendent leur pétrole et leur gaz en dollars. Le fait que l'Iran et les Émirats arabes unis vendent déjà du pétrole et du gaz à la Chine en yuans est donc très préoccupant du point de vue de l'Empire américain et Washington craint tout particulièrement la possibilité que l'Arabie saoudite fasse de même. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite joue toujours un rôle très influent sur le marché mondial du pétrole en tant que producteur d'ajustement, car la compagnie pétrolière nationale saoudienne, Saudi Aramco, est connue pour être utilisée comme un outil politique. Lorsque Riyad souhaite atteindre un certain objectif, elle peut augmenter ou réduire sa production de pétrole afin d'influencer le prix du pétrole sur le marché mondial. Et l'Arabie saoudite reste un acteur majeur au sein de l'OPEP. Ainsi, les États-Unis sont très préoccupés par la possibilité que l'Arabie saoudite s'éloigne du pétrodollar et se tourne potentiellement vers le pétro-yuan, ou, à tout le moins, vende son pétrole dans différentes devises avec différents partenaires commerciaux. En fait, en 2023, le Wall Street Journal a publié un article qui exposait les exigences que l'administration Biden avait imposées à l'Arabie saoudite dans le cadre d'un plan visant à favoriser un rapprochement avec Israël. Les États-Unis faisaient pression sur l'Arabie saoudite pour qu'elle reconnaisse officiellement Israël et qu'elle abandonne les Palestiniens. Et selon ce rapport, le gouvernement américain avait deux principales exigences. Premièrement, l'Arabie saoudite devait rompre ses liens étroits avec la Chine et deuxièmement, elle devait donner l'assurance qu'elle vendrait son pétrole en dollars et non en yuan, la monnaie chinoise. Le Wall Street Journal a écrit, je cite, « L'administration Biden cherche à obtenir des assurances de l'Arabie saoudite selon lesquelles elle prendra ses distances sur le plan économique et militaire avec la Chine. »
Des responsables ont déclaré que les États-Unis pourraient demander à l'Arabie saoudite de garantir qu'elle n'autorisera pas la Chine à construire des bases militaires dans le royaume. Les négociateurs pourraient également chercher à limiter l'utilisation par l'Arabie saoudite de technologies développées par Huawei, l'entreprise chinoise, et à obtenir des assurances que Riyad utilisera des dollars américains et non la monnaie chinoise pour fixer le prix des ventes de pétrole. Fin de citation. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, j'ai une autre vidéo et un article spécifiquement consacré à ce thème, dont je mettrai les liens dans la description ci-dessous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les États-Unis mènent une guerre contre l'Iran en tant que menace pour les autres pays de la région, leur disant que si vous agissez de manière trop indépendante comme l'Iran, si vous vous rapprochez trop de la Chine et de la Russie, si vous vendez votre pétrole et votre gaz dans d'autres devises et remettez en cause le pétrodollar, vous en subirez les conséquences. Les États-Unis punissent l'Iran, mènent une guerre contre l'Iran et disent à l'Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, qui ont historiquement été des régimes clients des États-Unis, tout comme l'Iran l'était avant la révolution de 1979 sous le Shah, que les États-Unis leur disent « N'essayez pas d'imiter ce que fait l'Iran, sinon vous serez le prochain Iran ». Enfin, cela nous amène aux deux derniers objectifs de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui sont étroitement liés. Il s'agit de tenter de déstabiliser les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai, de diviser le Sud global et de perturber le projet multipolaire, mais aussi de briser le partenariat entre l'Iran, la Russie et la Chine, dans le but d'isoler Pékin dans la nouvelle guerre froide. J'ai déjà expliqué que la révolution iranienne était une sorte de mouvement nationaliste du tiers-monde à orientation islamique, inspiré par d'autres luttes du Sud global. Et l'Iran a toujours été un allié d'autres mouvements anticoloniaux. L'Iran est un allié proche de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua en Amérique latine, qui ont des gouvernements révolutionnaires et anti-impérialistes. L'Iran entretient de bonnes relations avec de nombreux pays d'Afrique et il est devenu très proche de la Chine et de la Russie. Et en 2023, le sommet des BRICS s'est tenu en Afrique du Sud et l'Iran a été invité à devenir membre à part entière et bien sûr, il a accepté cette invitation. Et depuis le 1er janvier 2024, l'Iran est membre à part entière des BRICS aux côtés des 5 membres fondateurs, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ainsi que l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Indonésie. Et encore une fois, gardez à l'esprit que je parlais de la tentative des États-Unis d'imposer leur hégémonie sur l'Asie de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Eh bien maintenant, vous avez l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Égypte, qui sont tous membres des BRICS et ils se trouvent tous dans la région. Et l'Arabie saoudite a été invitée à rejoindre les BRICS, bien qu'elle n'ait pas encore officiellement donné de réponse. Il est probable que Riyad utilise cela comme un moyen de pression avec Washington, en disant à Washington « Eh bien, si vous nous mettez trop de pression, nous rejoindrons les BRICS ». C'est donc une carte qu'ils peuvent toujours jouer. Mais pour revenir à l'Iran, l'Iran est désormais membre à part entière des BRICS. Et lorsque l'Iran a officiellement rejoint cette organisation dirigée par le Sud global, le média d'État iranien, Noor News, a publié un article expliquant ses objectifs. Il a été noté que l'Iran cherche à, je cite, « réduire l'influence des sanctions imposées sur son économie ». Fin de citation. Ils ont également déclaré que les BRICS aideraient à contester, je cite, « l'ordre mondial unilatéral actuel ». Fin de citation. Ils parlent donc de l'ordre unipolaire dominé par les États-Unis, de la création d'un monde plus multipolaire, et enfin, c'est une citation très importante, le média d'État iranien a déclaré qu'en rejoignant les BRICS, cela permettrait, je cite, « d'approfondir les relations existantes entre Pékin, Moscou et Téhéran en tant que 3 principaux architectes du nouvel ordre mondial ». Fin de citation. Donc l'Iran dit « Nous avons une alliance avec la Chine et la Russie pour défier l'Empire américain. » Il est donc évident pourquoi l'Empire américain s'inquiète autant de cela et fait tout son possible pour diviser cette alliance. Je vais en parler davantage dans un instant, mais je veux aussi évoquer brièvement l'Organisation de coopération de Shanghai, ou l'OCS. L'Iran est officiellement devenu membre de l'OCS en 2023,
Et alors que les BRICS sont davantage une organisation économique et politique, l'OCS est plutôt une organisation axée sur la sécurité, fondée à l'origine pour lutter contre les groupes extrémistes en Eurasie. Les membres de l'OCS incluent la Chine, la Russie, l'Iran, mais aussi l'Inde, le Pakistan, le Kazakhstan et plusieurs autres républiques d'Asie centrale. C'est une organisation très importante pour l'intégration eurasiatique et l'OCS s'est exprimé contre la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran. Dans une déclaration du 14 juin, le lendemain du début de la guerre d'Israël contre l'Iran, l'OCS a déclaré, je cite, « condamne fermement les frappes militaires menées par Israël ». Fin de citation. Elle a condamné ces actes comme, je cite, « des actions agressives contre des cibles civiles, y compris les infrastructures énergétiques et de transport qui ont entraîné des victimes civiles ». Fin de citation. Et elle a dénoncé ces actes comme, je cite, « une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies. Ils constituent une atteinte à la souveraineté de l'Iran. » Fin de citation. Donc, d'après cette déclaration, il semblait que l'Eurasie parlait d'une voix très claire pour dénoncer cette guerre américano-israélienne. Cependant, depuis des années maintenant, les États-Unis essaient de diviser l'OCS, tout comme ils essaient de diviser les BRICS. Et après que l'OCS a publié la déclaration, le ministère des Affaires extérieures de l'Inde a publié un communiqué qui prenait ses distances par rapport à la déclaration conjointe publiée par l'OCS. Actuellement, l'Inde est dirigée par un gouvernement très à droite mené par le BJP, un parti nationaliste hindou, et son premier ministre Narendra Modi. Modi et le BJP sont très pro-israéliens. Et en fait, le principal parti d'opposition en Inde, le Parti du Congrès, qui est de gauche, d'ailleurs, lorsque l'Inde a cofondé les BRICS, c'était sous le Parti du Congrès de gauche et non sous Modi et le BJP. Eh bien, le Congrès a publiquement condamné Modi pour s'être autant allié à Israël alors qu'Israël attaque l'Iran, qui, historiquement, a entretenu de bonnes relations avec l'Inde. Ainsi, l'Inde sacrifie ses relations avec une grande partie du Sud global afin de maintenir de bonnes relations avec Israël. Ce que cela montre, c'est qu'au sein des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, il existe parfois certaines divisions politiques. Ils restent tout de même d'accord sur de nombreux sujets, on pourrait dire sur environ 80% des sujets, mais sur 20% des questions, ils ont de profonds désaccords. Et c'est pourquoi le cœur de ce nouveau monde multipolaire, le cœur des BRICS et de l'OCS, est l'alliance entre la Chine, la Russie et l'Iran. Et c'est pour cela que les États-Unis ont été si désespérés de briser cette alliance. C'est pourquoi l'OTAN, dirigée par les États-Unis, mène depuis des années une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, et c'est pourquoi Donald Trump a clairement indiqué qu'il essaie de diviser la Russie et la Chine. Il veut que les États-Unis améliorent leurs relations avec la Russie afin d'isoler la Chine dans le cadre de la stratégie de division et de conquête de l'Empire américain. Écoutez Trump l'admettre ouvertement ici. Il ne faut jamais que la Russie et la Chine s'unissent. Nous les avons unis. C'est une honte, la stupidité de ce qu'ils ont fait. Je vais devoir les désunir et je pense que je peux le faire aussi. Je dois les désunir. Et il n'y a pas que l'Iran qui est visé. L'Iran est l'objectif à moyen terme. L'objectif à long terme de l'Empire américain, la cible, c'est la Chine. Le but des États-Unis est d'isoler la Chine en renversant tous ses principaux alliés, et cela a été en quelque sorte admis par le PDG de Palantir, l'un des plus puissants sous-traitants de l'armée américaine et de la CIA. Le PDG de Palantir est Alex Karp, un proche allié de Donald Trump, et il a admis lors d'une interview en 2024 que les États-Unis sont, je cite, « très probablement », fin de citation, amenés à mener une guerre sur 3 fronts contre la Chine, la Russie et l'Iran. Cela a été clairement affirmé par le PDG de Palantir, qui dispose de nombreuses informations privilégiées, puisque, encore une fois, Palantir est l'un des sous-traitants les plus puissants du gouvernement américain. Et d'ailleurs, le New York Times a rapporté en mai que Donald Trump utilise Palantir pour mener une surveillance de masse des Américains afin de compiler des données et de créer de gros dossiers sur tous les citoyens américains. Ainsi, Palantir est directement complice de la surveillance de masse, à la manière de Big Brother, de tous les Américains au nom du gouvernement des États-Unis.
Palantir est en fait un bras externalisé de la CIA et du Pentagone. En réalité, Palantir a initialement reçu des fonds d'amorçage de la CIA. C'était en partie une création de la CIA et l'un des cofondateurs de Palantir est le milliardaire oligarque d'extrême droite Peter Thiel, qui a également financé la campagne politique de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis. J.D. Vance a travaillé pour Peter Thiel dans sa société de capital risque de la Silicon Valley. Ainsi, toutes ces entreprises américaines sont impliquées dans une guerre contre l'Iran et la Chine. La Chine est leur principal objectif, car c'est le seul pays suffisamment puissant pour remettre en cause la domination de l'Empire américain, non seulement sur le plan militaire, mais surtout sur les plans économiques et politiques. Et tout cela a été clairement exposé par le défunt stratège impérial américain Zbigniew Brzezinski, qui a autrefois occupé le poste de conseiller à la sécurité nationale des États-Unis sous le président Jimmy Carter. En 1997, Brzezinski a publié un livre très influent intitulé « Le Grand Échiquier », la suprématie américaine et ses impératifs géostratégiques. Cet ouvrage a été publié quelques années après la chute de l'Union soviétique et, dans ce livre, Brzezinski évoquait les moyens par lesquels l'Empire américain pouvait maintenir sa domination unipolaire sur l'ensemble de la planète. Il était très préoccupé par la possibilité que des alliances de pays puissent remettre en cause la dictature mondiale de l'Empire américain, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Je veux dire, dans les années 1990, l'Empire américain contrôlait pratiquement tout dans le monde et imposait ses politiques à tous par la force des armes. C'était une dictature mondiale dominée par les États-Unis. Et dans ce livre, Brzezinski a averti, je cite, « Le scénario le plus dangereux serait une grande coalition de la Chine, de la Russie et peut-être de l'Iran, une coalition anti-hégémonique unie non pas par l'idéologie, mais par des griefs complémentaires. » Fin de citation. Et c'est essentiellement ce que nous voyons aujourd'hui, une sorte de coalition lâche entre la Chine, la Russie et l'Iran. C'est pourquoi le PDG de Palantir, une entreprise soutenue par la CIA et liée à Trump, déclare très clairement que l'Empire américain se prépare à la guerre contre la Russie, la Chine et l'Iran. Les États-Unis mènent déjà une guerre par procuration contre la Russie depuis quelques années en Ukraine. À présent, les États-Unis et Israël mènent une guerre contre l'Iran. L'Empire américain utilise Israël comme son chien d'attaque féroce pour faire la guerre à l'Iran, et la Chine est la principale cible. Ainsi, la guerre américano-israélienne contre l'Iran ne concerne pas seulement l'Asie de l'Ouest ou le Moyen-Orient. Ce n'est pas seulement une question de Palestine. Il s'agit de la stratégie de l'Empire américain pour tenter de maintenir sa domination mondiale et de diviser pour mieux régner. C'est une stratégie ancestrale, diviser pour mieux régner. Il s'agit d'un véritable conflit mondial, et c'est un symbole parfait de ce que nous voyons aujourd'hui au XXIe siècle avec l'émergence d'un ordre mondial multipolaire. L'Empire américain fait tout ce qu'il peut pour tenter d'étouffer le bébé multipolaire dans son berceau, pour empêcher le monde de devenir plus multipolaire, pour empêcher le Sud global de se décoloniser véritablement, non seulement politiquement comme cela a été le cas dans les années 50, 60 et 70, mais aussi économiquement en s'opposant au néocolonialisme. L'Empire américain est désespéré de tenter de sauver le déclin de son hégémonie et de revenir au monde unipolaire que nous avons connu dans les années 1990 et au début des années 2000, lorsqu'il n'y avait aucune autre superpuissance capable de défier la dictature mondiale de l'Empire américain, car c'est bien ce que c'était. C'était une dictature mondiale, politique et économique, contrôlée par les États-Unis. Et tout pays qui résistait aux États-Unis, comme Cuba, le Venezuela ou l'Iran, était puni par des sanctions, des blocus, des tentatives de changement de régime, des tentatives de révolution de couleur et par la guerre. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui cette guerre que les États-Unis mènent contre l'Iran en utilisant Israël. C'est pourquoi les États-Unis mènent une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, et c'est aussi pourquoi ils se préparent à une guerre contre la Chine, qui est l'objectif ultime de la nouvelle guerre froide menée par les États-Unis, car la Chine est le seul pays suffisamment puissant pour défier la dictature mondiale de l'Empire américain. Donc maintenant, avec tout cela dit, je vais conclure.
Je sais que cette analyse a été très longue aujourd'hui, mais je voulais prendre le temps d'expliquer en détail pourquoi les États-Unis et Israël mènent une guerre contre l'Iran, en fournissant toutes ces informations de contexte qui ne sont presque jamais mentionnées dans les médias d'entreprises occidentaux, ou alors elles sont présentées de manière isolée, et il est très important de rassembler tous ces faits pour avoir une compréhension globale de cette crise. J'espère que vous avez appris quelque chose grâce à cette analyse aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Je suis Ben Norton, je suis le rédacteur en chef de Geopolitical Economy Report. Je tiens à remercier tout le monde de m'avoir rejoint aujourd'hui. Merci de liker et de vous abonner. Merci de partager cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois.